voudrais remercier tous ceux qui sont présents, tous ceux et toutes celles qui sont présents, ainsi que nos amis qui nous ont accueillis ici à Marseille, amis et frères, nos amis de Sankofa, nos amis de Moussofa, le doyen Emmanuel Semani. Je voudrais aussi dire que mon message s'adresse tout particulièrement à nous tous qui sommes aujourd'hui ici, mais aussi à ceux qui vont nous regarder plus tard avec la retransmission éventuelle. Je voudrais m'adresser aussi tout particulièrement aux panafricanistes, ainsi qu'à ceux qui ne sont pas forcément panafricanistes aujourd'hui, qui sont nationalistes, ou qui sont tout simplement pour une certaine idée de la liberté de l'Afrique et de notre souveraineté. Donc aujourd'hui, mon propos doit aborder le panafricanisme en parlant d'un thème précis, c'est-à-dire de la résistance intellectuelle à l'action politique. Comme ça a déjà été rappelé par mes collègues, le panafricanisme, c'est quoi? C'est une idéologie, c'est un courant de pensée qui est né dans l'univers concentrationnaire des Amériques. C'est un courant de pensée qui demande tout simplement aux Africains de s'unir pour résister et survivre. Et comme mon grand frère Clapopo le dit, résister et renaître. Le panafricanisme, c'est un courant de pensée qui veut sauver les Africains. Parce que nous sommes dans une situation tellement grave que je pense que c'est dans ces termes-là que l'on doit parler. Et le panafricanisme, il est né quand? On peut donner des dates, mais je vais dire qu'il a eu plusieurs naissances. Et il naît à chaque fois. Le panafricanisme, il est né dans les premières mutineries de déportés sur les bateaux. Ceux qui refusaient d'être emmenés vers l'inconnu. Il est né dans les premières mutineries de déportés sur les bateaux négriers en partance vers les plantations. Les Africains déportés, les Africains révoltés, les Africains déchaînés, qui s'emparaient des équipages criminels et les jetaient à l'eau, comme ils le faisaient eux-mêmes, des déportés qui prenaient et qui jetaient aux requins. Ce sont là les initiateurs du panafricanisme, car ils se battaient ensemble, sans distinction d'origine, sans distinction de langue, mais avec la conscience aiguë qu'ils se défendaient face à un agresseur, pour qui leur seule couleur de peau suffisait à les marquer au fer rouge. Le panafricanisme, il est né avec les premiers nègres marrons, qui brisaient l'oppression dans les plantations, les coups de fouet, et créaient leurs propres espaces de liberté dans des régions forestières ou montagneuses, difficiles d'accès aux esclavagistes et à leurs chiens tueurs. Le panafricanisme, il est né à Haïti. Haïti, la glorieuse, où les nègres insurgés ont infligé à l'armée de Napoléon une cuisante défaite à la bataille de Vertières, comme ça a déjà été dit. Les nègres d'Haïti, qui soient venus des royaumes d'Afrique centrale, soit des Bakongo ou autres, qui soient venus des royaumes d'Afrique de l'Ouest, qui soient des Akans ou d'autres, ils ont alors fusionné en un seul peuple. C'est ça qui est important. Fusion en un seul peuple pour se battre contre les forces obscures de l'expédition française. Et quand je dis obscur, je mesure mes mots. Ils se sont battus contre qui? Contre le général Rochambeau, qui a été envoyé par l'État français pour récupérer l'île d'Haïti, qui s'appelait à l'époque Saint-Domingue, et qui était la colonie la plus riche de France. Donc les nègres s'étaient révoltés, avaient pris possession de l'île et s'étaient libérés eux-mêmes. Et la France, dans sa grandeur révolutionnaire, a décidé de reprendre l'île et de réimposer l'esclavage. Et donc, le général qui s'en chargeait, l'un d'entre eux, Rochambeau, écrivait à un de ses collaborateurs, le général Ramel, en 1803. Voilà ce qu'il dit. « Je vous envoie, mon cher commandant, un détachement de 150 hommes de la garde nationale du Cap, commandé par M. Barry, et il est suivi de 28 chiens bulldogs. Ces renforts vous mettront à même de terminer entièrement vos opérations. Je ne dois pas vous laisser ignorer qu'il ne vous sera passé en compte aucune ration. » C'est-à-dire qu'on ne vous enverra pas d'aide, ni dépenses pour la nourriture de ces chiens. Vous devez leur donner des nègres à manger.
Je vous salue affectueusement. Donc, apparemment, ces chiens venaient de la Havane, donc de Cuba, où ils avaient été spécialement dressés par les colons espagnols pour s'attaquer aux Noirs. Donc, les mêmes choses qu'on a revues et après, aux États-Unis, en Afrique du Sud, ça ne change pas beaucoup. Donc, ne nous trompons pas, le panafricanisme, il est né d'une agression. Cette agression, c'est l'agression esclavagiste qui deviendra plus tard l'agression coloniale. Cette agression, ce sont les raids, les kidnappings, les rapts menés sur le continent africain par les négriers et leurs subordonnés locaux. Ce sont les hommes et les femmes traqués, chassés, pourchassés dans la brousse comme du gibier à abattre. Cette agression, c'est le système esclavagiste infernal qu'on a érigé dans les Amériques. C'est le code noir. Ce sont les coups de fouet. Ce sont les amputations. Ce sont les viols physiques, intellectuels et spirituels. Les viols de la chair et de l'esprit des nègres. Ne nous trompons pas, le panafricanisme, c'est la résistance née de cette agression-là. Et c'est de cette résistance que nous allons parler. La résistance à l'agression, elle est inscrite dans tout être humain. C'est dans les gènes. Tout être humain attaqué résiste. Donc le panafricanisme n'est pas contre quelqu'un. C'est de l'autodéfense. C'est le bien-être pour nous. C'est ce qu'on appelle l'instinct de survie. Une des formes les plus dangereuses d'agression qu'on a subie, parce qu'elle est moins visible, c'est l'agression intellectuelle dont on a été victime. D'abord les déportés en Amérique. Parce que les supplices physiques et matériels infligés à l'Africain ont fini par dissoudre peu à peu sa personnalité et à lui enlever petit à petit sa capacité à s'insurger. C'est comme un animal. Vous le tapez, il va réagir. Tapez un chien, il va réagir. Mais si vous êtes plus fort, que vous avez un bâton et que vous le frappez tous les jours, vous verrez que petit à petit, c'est comme ça qu'on dresse les animaux. Il ne réagira plus. Quand vous passerez, il baissera la tête. Donc, au début, face à la forte brousse, qu'est-ce qu'on fait? On obéit, on coupe l'échine par tactique. Parce qu'on se dit, on va encore réagir. On atteint une situation plus favorable. On sourit et puis on cache son couteau dans le dos. Mais avec le temps qui passe, plus le fort en face, il est toujours plus fort. Il est toujours plus brut, plus brutal, plus sauvage. Bon, on obtempère. On coupe l'échine, cette fois-ci, pas par tactique, mais par habitude. Or, ça ne sert plus à rien. Puis on attend, la mort lointaine, non. Et puis on laisse tomber son couteau, parce que ça ne sert vraiment plus à rien. Mais ce qui est remarquable, c'est que dans ce peuple africain déporté et finalement aliéné, des gardiens, des esprits puissants ont toujours émergé pour maintenir le feu sacré de la résistance. C'est grâce à ces esprits puissants que les Africains de la diaspora et du continent peuvent dire aujourd'hui, nous sommes encore là. Nous sommes encore là parce que c'est important, parce qu'il y a d'autres qui ont été liquidés, des peuples entiers qui ont disparu. Ou quand on les voit aujourd'hui, ils sont dans des réserves. Donc, nous sommes encore là. Nous sommes encore là spirituellement. Nous avons encore nos ancêtres. Nous avons encore nos bois sacrés. Nous avons la Santeria. Santeria, c'est quoi? C'est la religion, la spiritualité africaine conservée à Cuba, parmi les déportés qui ont résisté. Nous sommes encore là intellectuellement. Nous parlons, nous pensons, nous produisons, nous inventons, nous écrivons. Si nous sommes encore là, c'est parce que le feu de la résistance brûle encore en nous, comme le soleil d'Égypte. Si nous sommes encore là, c'est parce que Aimé Césaire a maintenu le feu sacré. Si nous sommes encore là, c'est parce que Anténor Firmin, un haïtien, a maintenu le feu sacré. Si nous sommes encore là, c'est parce que Frantz Fanon a maintenu le feu sacré. Si nous sommes encore là, c'est parce que Cheikh Anta Diop a maintenu le feu sacré. Et si nous sommes encore là, c'est parce que Fela Kuti a maintenu le feu sacré. Fela Kuti, grand musicien du Nigeria. Ce sont pour nous autres Africains des ancêtres. Et on peut s'inspirer de leurs expériences, de leurs combats, pour apprendre et mener à bien notre lutte. Donc, je vais reprendre un peu des éléments intéressants du combat que ces ancêtres ont mené. Parce que comme je vous disais, le thème c'est la résistance intellectuelle à l'action politique.
Bon, je vais faire un peu un encart à l'esprit d'aujourd'hui en faisant une citation de Lénine, un révolutionnaire russe. Mais comme vous dites, panafricanistes, nous ne sommes pas sectaires. Donc Lénine, le révolutionnaire russe, écrivait dans son ouvrage Que faire? Sans théorie révolutionnaire, pas de mouvement révolutionnaire. Et il faisait un commentaire. On ne saurait trop insister sur cette idée à une époque où l'engouement pour les formes les plus étroites de l'action pratique va de pair avec la propagande à la mode de l'opportunisme. Ça veut dire quoi? Simplement. Ça veut dire que vous ne pouvez pas arriver à bon port si vous ne savez pas où vous allez. Vous n'avez pas réfléchi, vous vous levez, on donne l'assaut. Et vous arrivez, vous dites, ah, on a oublié les armes. Non. Donc, si vous ne savez pas où vous allez, vous ne pouvez pas arriver à bon port. Ça, c'est clair. Même si vous marchez plus vite que Usain Bolt court, vous n'arriverez pas. Vous resterez perdu, comme le petit chaperon rouge dans la forêt. Et je peux vous dire que dans notre réalité, là, dans ce monde ici, le loup va vous trouver et vous déguster. Lorsque, en tant que peuple, nous sommes perdus et sans repère, il est crucial que, face à la pour résister, il faut déjà résister intellectuellement. Amadou Kourma écrivait justement que quand on refuse, on dit non. Je ne suis pas d'accord sur tout ce que Amadou Kourma a écrit, mais comme lui-même il le dit, je dis non. Mais pour refuser, pour dire non, il faut déjà avoir conscience que la situation qu'on vit n'est pas normale. Sinon, bon, on continue. Si vous entrez dans un pays où les gens se fouettent, bon, pour eux c'est normal. C'est vous qui allez vous étonner. Donc il faut avoir conscience que la situation n'est pas normale. Il faut savoir qu'il y a déjà une supercherie. Je ne sais pas si vous avez déjà visionné un film qui s'appelle The Truman Show. C'est un film très intéressant. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, permettez-moi de paraphraser un peu Wikipédia. Parce que je ne vais pas redonner tout le film. De quoi le film parle? Donc le film raconte la vie de Truman Burbank. C'est un homme en fait qui est une star de la télé-réalité. Mais à son insu, il ne sait pas qu'il est une star de la télé-réalité. Donc cette télé-réalité-là, ça s'appelle le Truman Show. Donc Truman, c'est lui, le Truman Show. Donc depuis sa naissance, tout son monde en fait, c'est une fiction. Mais il n'y a que lui qui ne sait pas. C'est que ses amis, les gens qui côtoient, tous ces gens-là, ce sont des acteurs de la télé-réalité, le Truman Show. Donc le film raconte justement son combat pour découvrir la vérité. Parce qu'au début, il ne sait pas. Mais, comme je disais, pour s'indigner, donc il faut savoir qu'il y a une supercherie d'abord. Donc pour s'indigner et dire non à la supercherie coloniale et néocoloniale, il faut déjà savoir qu'il y a une supercherie. Nous autres Africains du continent, comme de la diaspora, nous ne sommes pas dans le Truman Show. Mais nous avons été dans le Colonial Show. Et nous sommes maintenant dans le néocolonial show. Et c'est grâce à Césaire, entre autres, que ceux qui n'avaient pas encore découvert la supercherie se sont réveillés avec le discours contre le colonialisme. Des gens qui acceptaient l'oppression, parce que c'est l'ordre naturel. Parce que les Français ou les Anglais, etc., sont venus nous civiliser quand même. Donc bon, il y a quand même un prix à payer. Donc c'est grâce à Césaire que ceux qui n'avaient pas encore découvert ont aussi ouvert les yeux. Ils ont découvert qu'il y avait un cadavre caché dans le placard colonial. Ils ont pu mettre un nom sur ce cadavre-là, sur son visage en décomposition. Et ce nom tient en 8 lettres, barbarie. Césaire disait, on peut tuer en Indochine, torturer à Madagascar, emprisonner en Afrique noire, sévir en Antilles. Les colonisés savent désormais qu'ils ont sur les colonialistes un avantage. Ils savent que leurs maîtres provisoires mentent, donc que leurs maîtres sont faibles. Ah oui, c'est un grand. Je vais repasser juste un petit passage qui a déjà été dit, mais je pense que c'est important. Le nom de Césaire, dans le discours sur le colonialisme. Il pose la question, la colonisation a-t-elle vraiment mis en contact? Ou si l'on préfère, de toutes les manières d'établir les contacts, était-elle la meilleure? Je réponds non. Et je dis que de la colonisation à la civilisation, la distance est infinie. Ainsi parlait Césaire. Ainsi parle Césaire qui est toujours avec nous. C'est ainsi que Césaire déchire les rideaux du colonial show. Et il montre aux Africains et à l'humanité tout entière le cirque sanglant dans lequel les colonisés ont été contraints de jouer les clowns. Mais une fois qu'on a découvert le poteau rose, une fois qu'on a compris les mécanismes de l'oppression, une fois que l'on sait que le maître ne cherche pas à nous faire du bien, bon, si ce n'est son propre bien-être, et qu'il n'est pas tout puissant,
Une fois que l'on sait ça, qu'est-ce qu'on fait? Bon, permettez-moi de faire encore appel à nos ancêtres. Ici, Cheikh Anta Diop, qui disait ceci. Je crois que le mal que l'occupant nous a fait n'est pas encore guéri. Et voilà le fond du problème. L'aliénation culturelle finit par faire partie intégrante de notre substance, de notre âme. Et quand on croit qu'on s'en est débarrassé, on ne l'a pas encore fait complètement. Souvent, le colonisé ressemble un peu, ou l'ex-colonisé lui-même, à cet esclave du 19e siècle qui, libéré, va jusqu'au pas de la porte et puis revient à la maison parce qu'il ne sait plus où aller. Il ne sait plus où aller. Depuis le temps qu'il a perdu la liberté, depuis le temps qu'il a appris des réflexes de subordination, depuis le temps qu'il a appris à penser à travers son maître. C'est un peu ce qui est arrivé à l'intelligentsia africaine dans son ensemble. Donc, une fois qu'on a compris comment les choses fonctionnent, comment l'oppression est conçue, appliquée, justifiée, on n'a plus que deux choix. On se contente de son savoir et de la diffusion de son savoir, comme un peu ces vaisselles précieuses qu'on montre tout le temps, mais dans lesquelles on ne mange jamais. Ou bien on agit pour changer le système et améliorer le sort de son peuple à grande échelle. Pas à petite échelle, à grande échelle. En clair, nous avons le choix aujourd'hui entre agir politiquement ou laisser ce système puant prospérer indéfiniment. Si nous voulons que les choses changent, nous devons arrêter d'être des spectateurs, descendre sur le terrain politique et mouiller le maillot. Parce que ce n'est pas en restant dans les tribunes qu'on marque des buts. Et c'est là que nous devons encore rendre hommage à ces ancêtres qui ont mené le combat panafricaniste intellectuellement et politiquement. Car l'un ne va pas sans l'autre. Vous ne pouvez pas changer les choses en restant hors de la politique. Et vous ne pouvez pas apporter des changements réels et positifs si vous refusez le travail de résistance intellectuelle. Les deux doivent aller ensemble. Il n'y a pas d'opposition. Donc, malgré l'image du littéraire fondamental, si j'ose dire, de Césaire, Césaire était aussi un homme politique panafricaniste, passionné et déterminé. Son combat intellectuel ne pouvait pas demeurer sans contrepartie dans l'action concrète auprès de son peuple. Césaire, avant tout, luttait pour que les Africains en général et les Martiniquais en particulier puissent vivre dignement, satisfaire leurs besoins essentiels en tant que peuple. Éducation, culture. Césaire a lutté pour que la Martinique ne soit pas dissoute dans la culture française. Césaire a démissionné du Parti communiste. Je vais y revenir. Il luttait pour quoi? L'éducation, la culture, la santé, les infrastructures, l'emploi. Voilà des thèmes qui l'intéressaient. Pas que la poésie. Il n'a pas réussi sur tous les fronts, ça c'est sûr. Il faut faire un bilan de son action. Mais il s'est mouillé le maillot. Il a été élu en tant que candidat communiste, il faut le rappeler, à la mairie de Fort-de-France dans les années 50, je crois. Et il est resté maire jusqu'en 2001. Il sera aussi député de Martinique, président du conseil régional, etc. Il a eu des désaccords avec la direction du Parti communiste français, ce qui l'a amené à partir. Il a quitté le PCF. Et en partant, il a écrit une lettre au leader de l'époque communiste, Maurice Thorez, pour expliquer son désaccord. Parce qu'il disait que la lutte des Africains en Martinique ne pouvait pas être une sorte d'annexe de la lutte communiste globale et tout. C'est-à-dire que, bon, nous, on fait notre révolution, vous, ça sera le deuxième tour. Non, ça commence maintenant. Les nègres de service. Exactement, les nègres de service. Il a refusé ça. Et quand il a quitté le PCF, il a rejoint un parti qui s'appelait le Parti du regroupement africain, qui était un parti africain. Donc, Césaire, poète, auteur de pièces de théâtre, grand intellectuel, martiniquais, rejoint un parti qui s'appelle le Parti du regroupement africain. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ensuite, il a créé son propre parti, le Parti progressiste martiniquais. En tant qu'homme politique, Césaire a été amené à faire des choix difficiles, qu'il faut discuter. Mais il a fait des choix politiques et les a défendus. Il a défendu par exemple la départementalisation de la Martinique contre les appels à l'indépendance d'autres Martiniquais. Et il en disait ceci, c'est important. L'indépendance, comment y parvenir? Donc c'est ce que Césaire disait. Certains indépendantistes la font dépendre d'une très hypothétique révolution. D'autres indépendantistes nous déclarent pas d'élection, les élections c'est du bidon. Soit, mais alors, soyons sérieux. Si vous ne croyez pas aux élections, il ne vous reste qu'une seule solution, messieurs. Une seule, et il faut faire vite.
c'est l'insurrection. En bref, et vous l'avez compris, l'indépendance ne se donne pas, ça se prend, ça s'arrache, ça se paye en sang et en cadavre. Et je vous le demande, la Martinique est-elle prête à payer ce prix-là? Voilà Césaire, qui ne faisait pas juste de la poésie, qui était dans des débats politiques importants. Et il a pris position. Résistance intellectuelle, action politique. Avant Césaire, il y a eu Anténor Firmin, qui était un intellectuel haïtien, qui est né en 1850 et il est mort en 1910, c'est-à-dire 3 ans avant que Césaire naisse. Donc, Césaire a pu bénéficier de l'expérience de cet aîné-là. Anténor Firmin, il est particulièrement connu pour un ouvrage qu'il a publié qui s'appelle « De l'égalité des races humaines ». En fait, c'est un ouvrage qu'il a fait en réponse à un raciste notoire de l'époque qui s'appelait Gobineau. Et Gobineau, voilà. Gobineau, lui, il a écrit et c'est sur l'inégalité des races humaines. Donc, Anténor Firmin, lui, il a répondu. Et son ouvrage, ça a été une véritable gifle à ce raciste-là. Parce que ce raciste, en fait, c'est quoi? Et c'est sur l'inégalité des races humaines. C'est une sorte de soupe indigeste avec de la pseudo-science, on mesure les crânes et tout. 2000 pages. Voilà. Et on assaisonne ça un peu même pas un peu, toute la sauce, ce sont des préjugés raciaux. Donc, avec de l'égalité des races humaines, Anténor Firmin est aussi un des premiers Africains, ça c'est important aussi de le rappeler, à avoir réhabilité la culture africaine depuis l'Égypte nègre. C'était un des premiers, avant Cheikh Anta Diop. Mais Firmin, Anténor Firmin, il ne va pas s'arrêter là, il sera aussi candidat à la présidentielle à Haïti. À la fin du 19e siècle, il sera aussi président, enfin ministre du président haïtien de l'époque, donc il avait perdu les élections. Et il sera ministre du président Florvil Hippolyte. Et en tant que ministre, il va résister aux pressions des États-Unis qui voulaient installer une base militaire à Haïti. Donc c'est important de voir la connexion. Il a écrit un bouquin pour réfuter l'idée qu'il y a des races inférieures et des races supérieures. Et il devient ministre. Et qu'est-ce qu'il fait pour Haïti? Il lutte contre l'invasion américaine. Et malheureusement, cette invasion viendra. Le grand frère Klapopo pourra vous en reparler. Les Américains sont venus après. En GI, ils ont débarqué, ils se sont installés. Donc, résistance intellectuelle, action politique. Si avant Césaire, il y a eu Anténor Firmin, après Césaire, il y a eu qui? Il y a eu Frantz Fanon. Donc, il a écrit beaucoup d'ouvrages. Peau noire à masque blanc, où il montre l'état d'aliénation des nègres. Il a écrit aussi L'enseigne de la révolution algérienne, Les damnés de la terre, et pour la révolution africaine. Donc, petit à petit, ces livres deviennent de plus en plus politiques. Parce qu'il commence avec Peau noire, masque blanc, qui est une analyse quasiment psychologique. C'est pas quasiment. Bon, voilà, psychologique, voilà, de la psychanalyse. Psychiatrique. La psychiatrie, voilà, parce que Fanon est psychiatre. Sur l'état d'aliénation, qui est une quasi-maladie. Moi, j'ai un exemple, c'est que souvent à la maison, quand on monte une émission, un haut fait technologique, ou bien on monte des chirurgiens, j'ai des gens de ma famille qui viennent, qui regardent et puis qui disent « Ah là là, les blancs sont forts. » Voilà. C'est-à-dire que malgré que chez eux, même dans leur famille, il y a des médecins qui font la même chose. Ils sont juste, ils voient « Oh là là, mais les blancs sont forts. » Donc c'est un état d'aliénation que Frantz Fanon a analysé. Mais il ne s'est pas arrêté là, parce qu'ensuite, il s'est engagé au FLN, dans la guerre de libération d'Algérie. Il s'est engagé au FLN, qui avait pris les armes. C'est pour vous dire. Il passe de son petit bouquet à militant du FLN. Donc, dès le début de la guerre d'Algérie, il rejoint la direction du mouvement à Tunis pour mener la lutte. Et il fera même partie de la délégation africaine au congrès panafricain avec Kwame Nkrumah. Et il viendra en tant que délégué d'Algérie. Donc, voilà l'engagement politique. Très important. La Bibliothèque nationale, il est à son nom en Algérie. Voilà. Un autre contemporain de Fanon, c'est Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, c'est certainement l'intellectuel africain qui a eu le plus grand impact, à la fois scientifique et idéologique au XXe siècle. Son travail a été très très fréquent. Il a notamment sorti l'histoire africaine, l'historiographie, tout ce qu'on dit sur l'Afrique, d'une sorte de, comment dire, d'écran de fumée, en fait. Il a dissipé cet écran de fumée-là. Mais Cheikh Anta Diop n'en est pas resté là, vu que dès le départ, il était militant de la FEANF, donc le syndicat africain des étudiants, qui était très politique à l'époque. Il était membre du RDA. Et quand il est entré au Sénégal, créé plusieurs partis. Senghor l'a mis en prison plusieurs fois. Et Cheikh Anta Diop, quand on le lit,
Pour lui, il n'y a pas de doute. Il faut prendre le pouvoir politique pour appliquer les solutions. Parce que ça ne sert à rien d'écrire des solutions et de les poser. Il faut les appliquer. Donc nous sommes tous dans ce travail-là. Essayer d'appliquer les solutions qui ont été proposées. J'allais vous parler aussi de Fela Kuti, qui est un musicien très connu du Nigeria, qui est le père de ce qu'on appelle l'afrobeat. C'est un mélange de jazz et de rythme purement africain. Et Fela Kuti, c'est quoi? Si vous demandez à un Nigérian, Fela Kuti, il connaît. Voilà, c'est énorme. Donc on le connaît d'abord comme musicien. Mais si on veut bien comprendre comment ce va-et-vient entre la résistance intellectuelle et l'action politique commence, Fela Kuti, il part étudier aux États-Unis. À l'époque, il a un groupe qui s'appelle Kula Lubitos. Bon, ils font de la musique vraiment pour danser, pour s'amuser. Et là-bas, il rencontre une militante des Black Panthers, Sandra Smith. Et elle va lui parler justement du nationalisme noir, l'introduire à Malcolm X et tout, etc. Donc le gars, quand il revient au Nigeria, Kula Lubitos, il n'en veut plus. Il appelle son groupe Égypte 70. Pourquoi Égypte 70? En référence à l'œuvre de Cheikh Anta Diop, qui dit que l'Égypte était nègre et brillante. Et dans les années 80, ça va s'appeler Égypte 80. Et Fela, qu'est-ce qu'il chante? Fela, il chante une chanson, j'en avais plein, mais je vais raccourcir, comme j'ai déjà été rappelé à l'ordre. Il chante une chanson qui s'appelle Give me shit, I give you shit. C'est-à-dire, vous me donnez de la merde, je vous donne de la merde. Dans cette chanson, il dit quoi? Il parle de la corruption au Nigeria. Une chanson qui s'appelle Colonial Mentality. Une chanson qui s'appelle Underground System. Où il dit que bon, on a des sortes de marionnettes là qui sont là, pendant que le vrai pouvoir est derrière. Une chanson qui s'appelle Yellow Fever. Yellow Fever, c'est quoi? C'est le décapement de la peau. Des gens qui sont noirs qui deviennent rouges après, ou jaunes, on ne sait plus trop. Et il a dénoncé. Donc c'est de la résistance intellectuelle, il le faisait dans sa musique, il le faisait au quotidien. Mais finalement, il a vu qu'il fallait passer à un autre stade. Parce que ça ne bougeait pas. Et il a créé le Movement of the People, un parti politique au Nigeria, un musicien. Créé son parti politique. Dans un contexte de dictature. Parce qu'il faut se rappeler le Nigeria de l'époque. C'est des dictatures militaires féroces. C'est des dictatures militaires féroces. Obasanjo, Buhari, Babangida. C'est des noms, quand tu les entends, même tu as envie de rester chez toi. Mais il a créé son parti. Moi, je m'étais toujours demandé pourquoi Fela Kuti était toujours en slip. Parce qu'on le voit souvent dans les reportages, dans les concerts, en slip. Donc, c'est récemment qu'un grand frère m'a exposé l'explication, Lasconi, qui m'a dit que Fela lui avait expliqué que pourquoi il se mettait en slip, pour montrer les marques qu'il avait sur le corps. Il avait été empoisonné, torturé, tabassé. Malgré ça, il n'a jamais plié. Il a continué son combat politique jusqu'à la fin. Donc, tout ça m'emmène aujourd'hui au combat politique de la Ligue panafricaine Umoja. Donc, lorsque nous on parle du Umoja, Umoja c'est un mot en Swahili. Donc, pour répondre à une question qui avait été posée tout à l'heure, nous on considère que le Swahili est un bon candidat pour faire une langue commune en Afrique. C'est pas pour supprimer nos langues locales, hein? Non, 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 mais pour avoir une langue commune, pour dialoguer. Donc, Umoja en Swahili, ça veut dire unité. Donc, unité des peuples africains, mais unité aussi des luttes de libération qu'on mène. Lutte culturelle, intellectuelle, spirituelle et politique. Donc, nous, on a décidé de continuer le combat de nos ancêtres. On a appris que la résistance intellectuelle doit nourrir l'action politique. Et l'action politique, bien sûr, va nourrir la résistance intellectuelle. Donc, nous, on ne veut pas monter sur le ring en se battant avec un seul point, en sautant sur une seule jambe. On va aller bien équipé. Bon, on met un accent sur la lutte politique, parce que c'est un aspect de la lutte aujourd'hui qui est totalement abandonné. Donc, en tant que panafricaniste, l'Afrique, c'est notre pays. Mais nous sommes devenus aujourd'hui des spectateurs, des commentateurs de la vie de notre pays. Nous rêvons de victoire et nous nous plaignons tous les jours de défaite. Mais on reste dans les tribunes. Pourtant, dans la lutte politique, presque tout est autorisé. Il y a un nombre illimité d'équipes. Et les joueurs même, on autorise un nombre illimité. Mais rien ne nous empêche à nous d'entrer dans la confrontation. Si ce n'est notre propre limitation. Parce que personne ne nous a interdit. Hein. Donc tant que les panafricanistes resteront hors de l'action politique directe. Cheikh Anta Diop disait la connaissance directe. Beaucoup de mes frères maintenant répètent ça tous les jours. Moi je dis maintenant action politique directe. Donc tant que les panafricanistes resteront hors de l'action politique directe,
l'Afrique sera maintenue sous domination. Et les Africains de par le monde, qu'ils soient du continent ou de la diaspora, ces Africains-là seront toujours considérés et vus comme les derniers de l'humanité. Des gens indésirables partout, même chez eux, surtout chez eux. On considère qu'ils sont assis sur des richesses dont ils ne savent même pas quoi faire. Tant que les panafricanistes se boucheront les oreilles en entendant le mot politique, tant qu'ils se boucheront le nez à l'odeur du mot parti, qui apparemment sent très mauvais, tant qu'ils refuseront de s'organiser comme une force politique sérieuse, leur peuple sera maltraitable, tuable, assimilable, corvéable, méprisable, misérable, bombardable, même minable et exterminable. Tant que les panafricanistes fuiront le pouvoir et sa conquête difficile, longue et très longue, parce qu'on n'a pas dit que c'était facile. Et c'était facile, on ne serait pas là. Tant que les panafricanistes vont fuir ce pouvoir-là, les autres vont le garder et ils vont s'en servir pour éventrer l'Afrique et la vider des Africains. Tout à fait. Pendant que le panafricaniste rêve de construire une école afrocentrique dans 10 ans, le gouvernement néocolonial, lui, il gère des milliers d'écoles. Et chaque année, il forme des milliers d'inconscients qui sont condamnés à souffrir et à trahir. Donc nous, à la Ligue panafricaine Umoja, c'est un mouvement politique panafricaniste. Nous voulons nous implémenter dans tous les pays du continent. Parce que pour nous, la lutte, c'est partout. Congo, Martinique, Zimbabwe, Côte d'Ivoire, Mali. Nous voulons être partout où les Africains souffrent parce que nous voulons faire l'unité de tous les Africains. Nous, on pense que la question centrale aujourd'hui, c'est la question d'un État panafricain. Parce que si nous sommes là tous, c'est parce que nos États ne font pas leur boulot. Nous, quand on dit État panafricain, on parle des États-Unis d'Afrique. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui se bat contre les Burkinabés, etc. Non. On parle des États-Unis d'Afrique. Je vais y revenir. Je pense que c'est le combat le plus décisif aujourd'hui. Et je demande à chacun d'entre nous de se poser la question avant de s'endormir. Est-ce qu'il y a un combat plus décisif? Réellement, est-ce qu'il y a un combat plus décisif aujourd'hui? Donc nous appelons tous les frères et toutes les sœurs qui sentent l'urgence de la situation. Parce que si vous considérez que ce n'est pas urgent, il n'y a pas de problème. Allez regarder le match de foot. Moi, j'en ai raté plusieurs. Mais si vous considérez que c'est important, c'est urgent, venez avec nous et essayons de mettre un terme définitif à nos souffrances. Nous sommes comme un malade qui a le palu. Ce n'est pas en lui donnant de l'eau sucrée et tout qu'il va se réveiller et qu'il va commencer à gambader. On a un problème sérieux. Il faut une solution sérieuse. Donc, nous avons un programme, nous avons un plan, nous avons une stratégie. Et nous voulons créer les États-Unis d'Afrique. Car c'est seulement dans l'unité qu'on pourra se défendre et être respecté dans ce monde. Parce que regardez l'armée malienne. Les soldats vont, ils n'ont même pas de quoi tirer. Eux, ils n'ont pas oublié leurs armes. Il n'y a pas d'armes. Donc, c'est seulement dans l'unité qu'on pourra se défendre face à ces gens-là. Nous regardons là, le Mali, la Libye, la Côte d'Ivoire. Partout, on voit la marque de l'étranger. Nous ne voulons pas de base militaire chez nous, étrangère. Nous ne voulons pas d'intervention étrangère, ni de coup d'État chez nous. Les régimes qui servent de base arrière, parce qu'il y en a, à la déstabilisation de leurs frères. Ce sont des traîtres à l'Afrique, il faut le dire. Nous ne voulons pas de tribalisme. Nous ne pouvons pas nous le permettre alors où les autres pensent à aller sur Mars. Nous le disons, les leaders tribalistes là, il y en a beaucoup, c'est la majorité, ils mènent le peuple à la ruine. Et nous ne les laisserons pas faire. Les peuples africains doivent prendre conscience de leur unité culturelle profonde, ça c'est important. Nous ne voulons pas des micro-nationalismes, qui sont en réalité des faux nationalismes. Camerounais contre Nigérians, ils se battent sur Bakassi. Les Tchadiens contre les Centrafricains, les Ivoiriens contre les Burkinabés. Le Sénifo de Côte d'Ivoire, est-ce qu'il est différent du Sénifo du Burkina? Le Oued de Côte d'Ivoire, est-ce qu'il est différent du Oued du Libéria? Les enfants d'Abidjan, est-ce qu'ils sont différents les uns des autres? Je dirais même, mais le Oued et le Sénifo, est-ce qu'ils sont si différents que ça? On ne peut pas parler sérieusement d'ivoirité lorsque l'expression Côte d'Ivoire elle-même est une expression française, choisie par les Français, que la langue officielle du pays est le français, et que les frontières ont été tracées arbitrairement par les Français.
Soyons conséquents. Nous voulons partir du bas vers le haut, faire corps avec la population, s'occuper des problèmes de base, l'emploi, la santé, l'éducation, le logement, l'alimentation, le transport. Prenez un bus dans n'importe quelle capitale africaine. Vous perdez certainement 3 kilos après le trajet. L'énergie, dans un pays comme le Nigeria, qui a du pétrole à profusion. L'essence coûte cher. Les usines ne tournent pas parce que l'électricité, il n'y en a pas. En RDC, le plus gros fleuve d'Afrique, qui pourra alimenter en énergie tout le continent, il n'y a pas d'électricité. Ce sont les délestages. Donc, l'Afrique, pourtant, a les ressources pour relever ces défis. Ça, c'est clair. Les ressources humaines, naturelles, financières sont là, mais elles sont confisquées par les monstres de l'impérialisme international et leur valet. Leur valet, très important. Vous connaissez les sangsues. C'est des petites bêtes qu'on vous met là, ça vous suce le sang. Imaginez 10 sangsues sur votre bras, ça fait mal. Maintenant, imaginez 10 sangsues directement dans votre cœur. C'est ce que ces gens-là font subir à l'Afrique depuis des siècles. Et c'est à ça que nous devons mettre fin. Bon, nous savons que la route est longue, hein, mais nous sommes déterminés. Vous qui écoutez notre message, peu importe où vous vous trouvez, rejoignez-nous pour renforcer le front. Vraiment, rejoignez-nous pour renforcer le front. Nous n'attendons pas d'être 10 000 pour agir. Et nous n'attendrons pas d'avoir 10 États pour créer les États-Unis d'Afrique. On peut faire du feu avec 2 morceaux de bois. Modjani Gouvou, l'union fait la force.